Bonsoir Benjamin Cauchy. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation des amis d'Éric Zemmour. On s'est rencontrés il y a assez peu de temps, on ne se connaît pas personnellement. Oui. Et vous avez tout de suite accepté cette invitation et eu envie de partager, alors peut-être pas des rapports personnels que vous avez avec Éric Zemmour, vous allez nous le dire d'ailleurs si c'est le cas, mais en tout cas une proximité idéologique, peut-être un projet politique, on le verra en deuxième partie d'interview. On vous a connu à l'occasion des Gilets jaunes, maintenant, tout le monde se souvient de la figure que vous incarniez à droite, une droite patriotique, une droite nationale, pourrait-on dire. Assumé. Assumée, Voilà. absolument. Il n'y avait pas d'ambiguïté dans votre discours à l'époque, il n'y en a pas plus aujourd'hui, contrairement à d'autres figures du mouvement. Alors que sont devenus les Gilets jaunes? J'ai plutôt envie de parler non pas des Gilets jaunes, mais des Français du 17 novembre 2018. Parce que la terminologie Gilets jaunes a été galvaudée, elle a été salie, mais à la fois par un pouvoir qui a finalement caricaturé ce qui était l'essence même des Gilets jaunes, et puis par l'extrême gauche qui s'est immiscé dans le mouvement, les antifas, les cégétistes, enfin bref, tout ce que l'extrême gauche fait de mieux, la fine fleur de l'extrême gauche, est venue salir le mouvement. Et donc aujourd'hui, dans l'image des Français, si on leur demande ce qu'ils pensent des Gilets jaunes, ils vont penser aux exactions, aux violences policières, ou alors aux violences tout court réalisées contre les forces de l'ordre, des vitrines cassées. Et pour le coup, ça me fait mal au cœur, parce que moi, oui, bien sûr, je me suis investi dans le mouvement des Gilets jaunes, mais dans l'imaginaire collectif, aujourd'hui, le terminologie de Gilets jaunes, il est sali. Il est sali parce qu'il y a des gens qui, tous les week-ends, manifestent encore, légitimement, peut-être, mais sans aucune issue, depuis près de 2 ans. Le gouvernement n'a absolument rien fait, malgré ces manifestations. Donc j'ai plutôt envie de partir de ce 17 novembre 2018, les Français du 17 novembre, qui pour le coup, eux, dénonçaient un ras-le-bol fiscal, de l'injustice, et puis c'était une révolte fiscale, clairement, un problème de pouvoir d'achat criant. Le gouvernement avait voulu rajouter une taxe extrêmement captive sur les carburants, on appelle ça la taxe carbone. Donc les Français se sont levés en disant vous allez aller taper à la porte d'autres personnes, quoi. Donc les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Je pense que c'est une grande majorité silencieuse qui est rentrée chez elle. Ce sont des artisans, des commerçants, des infirmières, des profs aussi. Il y avait cette France multiculturelle, clairement, qui était là au début. Il y avait de tout, voilà, multiconfessionnelle, et les gens réclamaient une France plus respectable et plus respectée. Voilà, et est-ce que vous pensez qu'à l'occasion, par exemple, de l'élection présidentielle, ce mouvement peut renaître tel le phénix de ses cendres, sous une autre forme, et peut-être constituer une force intéressante pour le pays? Ce qui est certain, c'est que les braises sont encore présentes. C'est évident. Les diatribes de M. Castaner, de M. Macron et de M. Griveaux à l'époque n'ont pas éteint ce feu. Si vous voulez, j'ai toujours cette image. À partir du moment où vous avez fait sortir le dentifrice du tube, c'est très difficile de le faire rentrer à nouveau dedans. Vous voyez un peu, ce mouvement des Gilets jaunes, finalement, ça a été le premier étage de la fusée, qui est une France qui d'habitude ne disait rien. Cette France silencieuse des ronds-points, des villages, qui pour le coup sont sortis, ont mis un gilet pour être visible, pour dire attendez, stop là, on vous élit pour un programme, non pas pour nous asphyxier, on vous demande de tenir vos engagements, on a déjà du mal à vous faire confiance et vous faites l'antithèse, on se rend bien compte que ce n'est plus vous qui décidez, mais que c'est un échelon supérieur qui est l'Union européenne, et clairement ça, les gens le disaient, quand on a commencé à réclamer une baisse de TVA sur les produits, rajouter quelques produits de première nécessité en fait, parce que la crise du pouvoir d'achat impacte aussi le caddie de tous les jours. On nous a répondu, si on veut augmenter le taux de TVA, il n'y a aucun problème, ça les Français doivent le savoir. L'État peut disposer lui-même d'augmenter son taux de TVA. En revanche, s'il veut baisser tout ou partie un taux de TVA sur un produit, il doit avoir l'accord de ses pairs de l'Union européenne. Voilà une réalité normative qui finalement, sur le terrain, a bien montré la déconnexion entre les aspirations des Français et puis la manière dont était géré le pouvoir, quoi. Donc ces gens-là, ce sont comme des braises, et s'il y a une personne durant la campagne présidentielle qui va arriver, est en capacité de leur parler, au-delà de leur parler de leur porte-monnaie, mais de leur parler au cœur et à l'esprit, donner du sens,
je pense qu'il y aura encore effectivement des anciens gilets jaunes qui arriveront. Mais ils viendront pas pour réclamer la 6ème République, ils viendront pas pour réclamer plus de référendums d'initiative citoyenne. Non, ils viendront pour qu'il y ait de la justice sociale qui commence aux frontières de notre pays. Oui, parce qu'on ne se souvient pas du mouvement des Gilets jaunes comme d'un mouvement national. Alors, les premiers samedis étaient quand même significatifs. Il y avait énormément de drapeaux bleu, blanc, rouge. Je peux vous assurer que la composition des manifestants elle était plus qu'hétéroclite et il y avait de véritables patriotes qui étaient dans la rue, quoi. La seule chose, c'est que en France, la droite n'a pas la culture de la rue. Il faut être bien clair. La dernière fois qu'ils sont descendus dans la rue, c'était contre les réformes scolaires dans les années 80. Et puis, quand ils sont descendus fin mai 68 pour demander au général de Gaulle de revenir et de remettre de l'ordre dans la maison. Sinon, il n'y a jamais eu de manifestation de droite. Donc, si vous voulez, on peut mobiliser cette France périphérique, culturellement de droite, qui est attachée à la propriété, à la liberté individuelle, qui sont entrepreneurs, auto-entrepreneurs, des gens qui se débrouillent, qui bricolent le week-end, qui n'attendent pas que ça tombe tout cuit. Qui vont parfois faire 30 bornes pour emmener leurs enfants au caté ou au club de tennis. Donc le coût du carburant, voilà, vous voyez, ces gens-là, ils étaient prêts à aller dans la rue 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais quand il y a eu de la violence, quand il y a eu de la casse, quand il y a des gens qui ont défoncé l'Arc de Triomphe de façon inadmissible, comment voulez-vous que des patriotes dans la rue, dans les ronds-points, au fin fond de la Corrèze, puissent s'identifier à des abrutis qui ont saccagé un monument national qui est en plus un hommage fort à tous les héros de la patrie aussi, quoi. Donc c'était juste incompatible. Et là, il y a eu un décrochage. Il y a eu un décrochage et il y a beaucoup de patriotes qui sont rentrés à la maison en disant « Mais attendez, nous, on ne veut pas être du tout associés à la casse, nous on réclame une minoration de la fiscalité, on veut avoir plus de pouvoir d'achat parce qu'on travaille, on veut gagner plus en travaillant que ceux qui ne travaillent pas ». C'était ça finalement le fond c'était ça le carburant finalement des Gilets jaunes au départ. C'est le cas de le dire. Et oui, c'était ça, c'était le carburant. Le carburant était finalement, enfin là, on dit toujours, c'était la goutte de carburant qui a fait déborder le vase de la surtaxation, quoi. C'était un peu ça. Déborder le réservoir de la voiture. Exactement. Est-ce que vous qualifieriez le mouvement des Gilets jaunes de poujadiste, par exemple ? Je me souviens d'une émission que j'avais faite avec Alain Duhamel, qui évidemment, je me suis même demandé s'il n'avait pas interviewé des présidents du Conseil sous la Troisième République, mais bon, quoi qu'il en soit, donc il connaît très bien la vie politique française pour y être dedans. Dommage, c'est qu'il n'est plus en France, il est que dans la vie politique. Et je lui ai demandé ce qu'il en pensait. C'était au tout début du mouvement. Il me dit, oh, vous savez, ce n'est qu'une jacquerie numérique. Ce n'est qu'une jacquerie numérique, ça ne durera que quelques semaines. Bon, je suis impatient de le revoir pour lui demander ce qu'il pense de cette jacquerie numérique. Bien sûr qu'on pourrait, sur certains points, sur certains critères, comparer ça à du poujadisme finalement. Quand il y a une révolte fiscale, il y a effectivement c'est teinté de poujadisme, mais ça serait réducteur. Je pense vraiment que ça serait réducteur et que c'est quand même, je crois que Emmanuel Macron en a pris conscience, a réussi à mettre moi je dirais que c'est pas une miette qu'il a mis sous le tapis, c'est une baguette de pain. Donc si vous voulez, il a beau avoir mis le tapis du grand débat, ça coince quand même, on voit qu'il y a quelque chose. Les Français sont réveillés. Les Français sont réveillés et ont vu que c'était possible. C'était possible de faire changer les choses. Parce qu'en l'espace de 3 semaines, quand même, on a obtenu 11 milliards d'euros. Et ça, les Français ont tendance aujourd'hui à l'oublier. Quand on leur dit les Gilets jaunes, c'était quoi ? Non, les Gilets jaunes, c'est pas que Jérôme Rodriguez, qui a tristement et malheureusement perdu l'usage de son œil, ça, c'est un symbole dans l'imaginaire collectif des gens par rapport aux Gilets jaunes, c'est une réalité. C'est aussi de la convivialité sur les ronds-points, des merguez, enfin voilà, ça aussi, ce sont des images dans l'imaginaire collectif des Gilets jaunes. Ce que les Français aujourd'hui peuvent retenir des Gilets jaunes aussi, c'est qu'on défendait le pouvoir d'achat. Voilà. Je pense que c'est surtout ça qu'ils doivent retenir. Et c'est là-dessus qu'on doit continuer à travailler pour les tenir en haleine, parce qu'il ne faut pas les endormir. Donc vos préoccupations, elles dépassent nettement le pouvoir d'achat, vous vous intéressez à la nation, vous vous intéressez à ce pays, à son histoire, à sa culture, à sa civilisation même. Et donc vous rejoignez Nicolas Dupont-Aignan, vous rentrez à Debout la France. Alors on se demandait si vous étiez encarté, pas encarté à un moment, bon, finalement peu importe. Vous êtes à ses côtés et aujourd'hui, qu'en est-il de sa candidature à l'élection présidentielle ? Alors, c'est vrai que je suis rentré aux côtés de Nicolas. C'était en mars 2019, c'était avant la campagne des élections européennes, et Nicolas, que j'avais rencontré à quelques reprises, qui j'ai des acquaintances d'idées, enfin voilà, c'est un souverainiste qui est capable de travailler avec les LR et les RN, donc moi je trouve ça plutôt intéressant comme personnage.
Je ferme la parenthèse. Je l'ai trouvé intéressant et je l'ai trouvé juste dans son analyse de la crise des Gilets jaunes, à savoir qu'il avait été l'un des premiers à dénoncer la surtaxation que représentent les péages d'autoroute. Voilà, cette spoliation que représentent les péages d'autoroute, enfin, c'est juste un truc de fou. Sur le référendum d'initiative citoyenne, dans son programme de 2012, il en avait parlé. Donc, par rapport à ce contexte de la crise des Gilets jaunes, Nicolas Dupont-Aignan avait eu un diagnostic là-dessus. Il avait proposé ce que beaucoup de Gilets jaunes réclamaient. Oui, j'ai fait un bon bout de chemin avec lui comme porte-parole de la campagne des Européennes, puis du mouvement lui-même jusqu'au décembre de l'année dernière, jusqu'en décembre 2020. Ça a été une belle aventure. Vous étiez porte-parole de sa campagne aux Européennes et vous avez fait 3,7%. Absolument, voilà. Bah écoutez, plus que pas un score déshonorable. Plus que le Parti socialiste. Donc non, c'est pas un score idéal. On s'attendait quand même à plus. Il y avait eu des pointes quand même d'instituts de sondage, comme qu'il faut toujours se méfier des sondages, à 8,5% en décembre 2018, janvier 2019. Donc il y avait effectivement des chances d'emmener des députés européens qui représentaient des idées assez communes à lui et à moi, quoi. C'était une belle aventure, c'était une belle expérience. Qu'est-ce que je pense de sa candidature ? Je pense que la mutation sociologique qui est née des Gilets jaunes dans notre pays fait que les gens sont en recherche de renouveau. On l'a déjà vu en 2017, Macron a cassé les codes. Il a défoncé, excusez-moi l'expression, le Parti socialiste d'un côté et les Républicains de l'autre. Ça a été du schisme d'un côté. Parce que retrouver Castaner puis Darmanin, vous voyez, finalement, successeurs l'un l'autre quasiment des ministères de l'Intérieur, vous voyez bien qu'il y a eu un déchirement et un bouleversement par Macron. Ça a été une première étape. Et la deuxième étape, elle va arriver en 2022, où les Français cherchent quelqu'un qui est en capacité de s'affirmer, mais peut-être quelqu'un qui soit neuf. De la même manière que Macron était, malgré sa présence au secrétariat général de l'Élysée, malgré sa présence au ministère des Finances, il était quelque part un petit peu un objet neuf dans le carcan politique, en tout cas pour le grand public. Donc je pense que les Français aujourd'hui, ils attendent aussi quelqu'un qui sorte un peu du sérail traditionnel, et je pense que Nicolas Dupont-Aignan n'est pas en capacité de rassembler au-delà de son camp. Voilà. Et est-ce qu'il le sait, ça ? Est-ce qu'il partage votre opinion ? Non, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que tant mieux qu'il ne partage pas mon opinion et que d'autres ne la partagent pas non plus. C'est la preuve que la démocratie existe déjà, ça c'est le premier point. La preuve que même si on a beaucoup de points de convergence, et bien après il y a des questions de stratégie qui rentrent en jeu. Et non, mais il a raison d'y croire, parce que pour se présenter à la fonction suprême, il faut quand même avoir une sacrée dose de courage. Les gens pensent que les impétrants à la fonction suprême sont des gens qui sont ultra orgueilleux. Je pense quand même qu'être candidat à l'élection présidentielle, c'est un don de soi quand même à la nation, même durant la campagne électorale, et que donc, quelle que soit la stratégie que Nicolas Dupont-Aignan veut mener, quels que soient les chemins politiques et les thèmes de campagne qu'il choisit en ce moment, qui pour moi sont pas à la hauteur de l'enjeu, je pense que sa candidature est tout à fait respectable, parce qu'il a l'audace et le courage d'y aller. Voilà ce que je peux vous dire, même si aujourd'hui je ne suis plus son compagnon de route, on va dire. Ok, donc vous n'avez pas changé d'idée, mais vous avez probablement changé de cheval. Alors moi, mon cheval de bataille, c'est les idées. Il y a beaucoup de gens qui se disent, mais Cauchy, il est où en fait là dans l'histoire ? On ne comprend pas, il était gilet jaune, après Debout la France, et puis là, on l'a vu dans un magazine derrière Éric Zemmour, qui sera peut-être ou non un jour candidat. Voilà, faudra demander à ses amis, voilà, ce qu'il en est. Plus sérieusement, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment nos idées peuvent aboutir au pouvoir. La question n'est pas l'homme ou la femme, mais les idées, en fait, si vous voulez. Donc, j'ai cru en la capacité de Nicolas Dupont-Aignan à rassembler. J'ai vu que ce n'était pas possible. Voilà. Donc, j'ai rencontré d'autres personnalités de premier plan avec qui j'échange régulièrement, que ce soit à droite ou à la droite nationale. Et je pense effectivement qu'il faut un challenger en fait pour la droite républicaine et patriote qui soit en capacité de réunir les deux. Voilà. Et Marine Le Pen, par exemple, n'est pas ce challenger
Alors, à laquelle vous pensez, auquel vous pensez? J'ai toujours pris soin de ne pas parler de Marine Le Pen, que je n'ai jamais rencontrée. Marine Le Pen incarne aujourd'hui une grande partie de l'opposition de notre pays, c'est clair et net. Il y a un courant du Rassemblement national qui est bien implanté. Aujourd'hui, l'électorat du Rassemblement national n'est plus un électorat que de contestation ou d'opposition, mais je pense qu'il y a un vote d'adhésion. C'est une réalité. Moi, ce qui me met très en bémol par rapport à la candidature de Madame Le Pen, c'est cette incapacité, finalement, du Rassemblement national à avoir pu réaliser un maillage territorial depuis les nombreuses années, depuis une dizaine d'années qu'elle a repris ce mouvement, qu'elle l'a changé profondément. C'est cette incapacité à avoir un enracinement local, si vous voulez. Et malgré quelques succès sur les municipales, force est de constater qu'ils ont quand même gagné des postes de conseils régionaux, même si c'était bien en deçà de leurs attentes et des attentes de tous les observateurs. Il y a une difficulté pour Marine Le Pen à avoir une implantation locale. Et c'est ce qui me fait mettre un bémol sur sa capacité à rassembler les Français bien au-delà de son camp, y compris dans un électorat plus républicain, en tout cas plus à gauche que le Rassemblement national. Je pense qu'elle incarne un courant fondamental d'une nouvelle droite qui doit se réunir, comme Charles Pasqua en rêvait il y a plus de 20 ans. Donc voilà, donc je pense que Marine Le Pen, à l'heure d'aujourd'hui, n'a pas montré cette capacité à agrandir plus encore son cercle d'influence au sein de la droite. Ouais. Vous attendez en fait un changement de société. De quel type? Comment vous pourriez nous décrire votre rêve pour la France? Mon rêve pour la France, c'est déjà redonner du sens à l'action politique et de replacer l'homme au centre des décisions politiques et non pas le dieu argent. Voilà. Quand je dis ça, c'est pas faire de l'anticapitalisme, mais c'est de recentrer le débat sur l'essentiel, et l'essentiel c'est l'homme, c'est comment on veut vivre ensemble, quelles règles on veut avoir ensemble, de quelle manière on veut éduquer nos enfants, de quelle manière allons-nous donner accès à la culture à nos enfants, quelles valeurs on veut transmettre à nos enfants, comment on fait vivre l'histoire et l'héritage multimillénaire qui lie les racines judéo-chrétiennes de notre terre et la France. Voilà, c'est ces sujets-là, c'est donner du sens. Et moi, je suis déçu par les programmes qui peuvent déjà esquisser, où finalement on prend les électeurs pour des consommateurs. Alors voilà, moi j'ai effectivement le pouvoir d'achat, il est au cœur des préoccupations, on en a parlé au début avec la crise des Gilets jaunes. Mais je ne lis que des réponses consuméristes. Alors on va baisser la TVA, on va rajouter un peu d'argent sur l'éducation nationale, ça fait un programme un petit peu, ça fait une sorte de checklist un petit peu économique, mais c'est pour aller où? Enfin, dans quel pays on veut laisser? Donc moi, mon pays idéal, déjà, c'est un pays où, pour se faire respecter, faut montrer de la respectabilité à l'entrée des frontières. Voilà. Donc on remet des frontières. On ne ferme pas les frontières, on contrôle les frontières. On les contrôle parce que sur un plan démographique, c'est indispensable. Sur un plan sanitaire, la crise du Covid nous a montré que le contrôle des frontières, quel qu'il soit, était indispensable pour protéger les Français. Et puis sur un plan économique, c'est indispensable face au dumping social, face aux contrefaçons, face aux travailleurs détachés, face à la concurrence déloyale que peuvent représenter certains pays avec qui on a des accords bilatéraux mais qui n'ont pas les mêmes conditions de règles, de normes sur les pesticides, sur plein de choses comme ça. Donc on a besoin de recontrôler nos frontières. Est-ce que vous pensez que ça passe par un Frexit, ça? Non, c'est pas utile pour moi de passer par un Frexit. En revanche, il est clair et net que la première chose que l'on doit faire si le camp patriote et républicain, enfin une droite assumée, parlons, voilà, tout simplement, si la droite revient au pouvoir, il faut que cette droite tape du poing sur la table et potentiellement ouvre des renégociations des traités avec l'ensemble de ses pairs, tout simplement. À partir du moment où on demande une réouverture de négociation, on peut être en capacité de suspendre certaines règles et d'en appliquer d'autres. Voilà, donc ça va être un rapport de force entre l'Union européenne et la France. On a l'avantage, c'est d'avoir un solde net de 19 milliards entre ce que l'on donne à l'Union européenne et ce que l'Union européenne verse par le biais des FEDER, par le biais de l'assurance agricole, la PAC, toutes ces choses-là. On est créditeur à hauteur de 19 milliards d'euros. Donc je pense qu'on a moyen de négocier avec l'Union européenne, surtout si ça va dans l'intérêt sanitaire, économique, parce qu'on peut espérer que Frontex fasse quelque chose, mais Frontex est une coquille vide. L'Union européenne, même si les Républicains commencent à l'esquisser, il faut des frontières aux abords de l'Union européenne.
Ouais, mais en attendant que ça se fasse, nous, on va en mettre provisoirement. Alors, c'est pas mettre des frontières pour s'enfermer, c'est pas vivre en autarcie. J'ai toujours l'habitude de dire, pour aimer les autres, il faut déjà s'aimer soi-même. Donc, on conseille aux gens de fermer leurs portes de leur maison pour éviter, enfin, je m'imagine mal que, même si vos voisins sont sympas, et ils vont pas rentrer tous les jours dans votre maison, venir servir dans votre frigo, venir s'asseoir dans votre canapé au titre de l'humanisme et de l'universalisme. À un moment donné, il y a ce qu'on appelle des règles. Des us, des coutumes, une imprégnation culturelle dans un pays. Et il se trouve que dans notre pays, la base, c'est de savoir parler français, c'est de respecter les règles, les lois de la République, de faire en sorte qu'il n'y ait rien au-dessus de la République, tout simplement. Donc voilà, c'est ça que j'ai envie de mettre en place dans le pays. Une fois qu'on a mis nos frontières, c'est on remet de l'ordre dans la maison. Déjà, la première chose, c'est on verrouille la maison. La deuxième chose, on remet de l'ordre dans la maison. Donc si on oublie le Frexit, est-ce que vous pensez tout de même, par exemple, comme le proposent certains, que la France sorte de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de justice des communautés européennes, de ces organes qui finalement font du droit européen supranational, c'est ça. Une norme supérieure à ce que les citoyens français ont décidé? Ah mais clairement, et ça on a bien vu depuis le traité, pour moi ça a été, si vous voulez, à l'origine de ma révolution intérieure, ça a été la trahison du référendum de 2005 et l'inversement de la hiérarchie des normes au profit de l'Union européenne. Ça a été un moteur dans mes engagements politiques, si vous voulez. Donc effectivement, c'est là-dessus qu'il faudra agir. Et donc de la CEDH, et s'il faut en sortir, nous en sortirons. Il n'y a aucune difficulté. Il faut remettre en place une véritable hiérarchie des normes dans notre pays. C'est les Français qui doivent décider. Alors on peut quitter ces organes-là sans quitter l'Union européenne. Alors je ne suis pas suffisamment calé pour vous le dire, mais je pense que ça fera l'objet de négociations complètes, ça c'est certain. Est-ce que vous entendez un homme politique aujourd'hui qui propose une espèce de semi-sortie comme ça, en tout cas un mouvement de retour vers les frontières que vous souhaitez, vers une souveraineté judiciaire? De façon aussi transparente, pour l'instant, il n'y a aucun candidat, à l'heure que nous sommes, qui le propose. Après, il y a des intellectuels qui émettent les hypothèses, qui essayent d'influer à la fois le camp républicain d'un côté et le camp patriote de l'autre. Oui, absolument. Et vous pensez que l'élection présidentielle qui vient va être un tournant majeur de ce point de vue? Ou est-ce qu'on va continuer comme depuis 20 ans, 30 ans? Alors, j'ai le doux espoir que la participation soit plus faible. Parce que le début du quinquennat, depuis les 4 années que nous avons vécues avec Emmanuel Macron, a été absolument catastrophique. Et on a bien vu que la stratégie de la Startup Nation, la stratégie de la Business Academy d'Emmanuel Macron, ça ne fonctionnait pas parce que ça manquait d'humanité, ça manquait de connexion, ça manquait d'enracinement, parce que ça manquait de sens. Voilà. Donc, je pense qu'on pourra trouver une majorité pour aller renégocier les traités, pour sortir de la CEDH si le cas nécessaire et des grandes instances internationales s'il faut le faire, parce que les gens sont prêts à y aller. Les gens sont prêts à y aller parce qu'aujourd'hui, les générations des quadras se disent « mais mon Dieu, est-ce que mes enfants vivront mieux que moi ?» Moi, je suis le fruit de parents qui ont accédé à la propriété, ce qui n'était pas forcément le cas de leurs parents. Il y a une évolution sociale. Mon père est devenu chef d'entreprise, ma mère était fonctionnaire, travaillait dans les bureaux. Enfin, bref, une classe moyenne de province, vous voyez. Et donc, finalement, leur espoir, c'était que leurs enfants fassent mieux. Parce qu'ils voulaient un peu une sorte de déterminisme du Bourdieu rapide. Là, vous voyez, voilà, on fait mieux que nos parents, donc on aspire à ce que nos enfants fassent toujours mieux. C'est un système d'ascenseur social. L'ascenseur social, il est complètement en panne. La France a besoin de retrouver les coups des franches pour remettre en place l'ascenseur social, et on a donné les clés à l'Union européenne. Donc, je pense que les Français, ça, l'ont bien compris. Et puis la deuxième chose, c'est le retour du sacré. Ça, je crois qu'il faudra que ça soit dans la campagne. Alors le retour du sacré, je ne parle pas forcément de conviction religieuse, mais faire en sorte qu'on arrête de tout désacraliser. Notre histoire de France, notre culture, notre langue, nos héros. Lorsqu'il y a eu les cérémonies d'hommage à Napoléon durant l'été, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur, voilà, Napoléon n'était qu'un bourreau, Napoléon a été pour l'esclavage, et on a occulté tout ce qu'il avait offert à la France, le code civil, enfin, bref, des choses absolument incroyables qui aujourd'hui régissent encore, nous permettent encore de régir notre pays.
Donc c'est tout ça, remettre du sacré, être en capacité de faire collectif, c'est pas tarte à la crème quoi, ce que je suis en train de vous dire, mais vraiment de refaire collectif autour de la nation, tout simplement. Ouais. Oui, Napoléon, en réalité, si on devait résumer le grand apport qu'il a eu vis-à-vis de notre pays, je pense peut-être qu'on pourrait dire qu'il a réuni la modernité et la tradition. Oui, Au fond, il a innové, mais tout en tenant compte des 1000 ans qu'il avait précédés. Absolument, c'était un véritable conservateur. Voilà. On n'est pas obligé d'être un progressiste pour faire plein de choses nouvelles, on peut être également un conservateur. Et il a su effectivement s'inspirer de tout notre passé pour pouvoir avancer et coordonner l'avenir. Et coordonner l'avenir, c'est pas effacer le passé. Mais est-ce que les Français sont prêts à ça aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont encore cette culture? Est-ce qu'ils ont encore cette niaque? C'est ça la question qu'on peut se poser. Moi, je pense que les nouvelles générations l'ont. Et je pense que ce sont les nouvelles générations qui vont réveiller ceux qui s'assoient un petit peu actuellement sur leur confort, pour les boomers, comme on dit d'un côté, les quadras, quinquas qui sont tranquilles, bien installés, mais qui commencent à sentir la fragilité d'un monde qui ne leur appartient plus. Les nouvelles générations, en revanche, elles l'ont bien compris. Elles ont bien compris et elles sont de nature... Je me souviens, j'avais été militant de l'UNI à la fin des années 90 et à l'époque, on nous prenait pour des réacs. On était pour des réacs parce qu'on était pour le droit, on était pour l'ordre, on était pour la justice. Enfin voilà, notre combat, c'était pas les LGBT, notre combat, c'était pas le communautarisme, notre combat, c'était l'unité nationale. Et on se faisait passer pour des gros réacs et tout ça. Mais finalement, aujourd'hui, je pense que les réacs, ce sont les progressistes. Ce sont eux ceux qui tiennent le système qui aujourd'hui promeut le communautarisme, promeut la différence, parle de genré, parle de toute une terminologie, toute une sémantique qui est là pour casser tous les repères que nous avons construits depuis des siècles en fait. Et donc la nouvelle génération, la nouvelle génération de punk, ce sont les conservateurs, et ça c'est une réalité. Voilà. C'est pas aujourd'hui être tendance chez la nouvelle génération, c'est pas de promouvoir le punk à chien, les piercings et les cheveux verts, c'est pas ça la jeunesse de France. La jeunesse de France, elle a bien compris qu'il fallait remettre de l'ordre dans la maison et qu'il fallait être attaché à des valeurs parce qu'ils ont vu leur propre famille parfois partir à volo, ou leurs voisins partir à volo, voir des quartiers partir à volo, voir des pans de société qui partent à volo, des industries qui partent à volo. Ils se sont rendus compte de ça. Les gens qui ont 20-25 ans aujourd'hui, ils ont potentiellement connu un parent qui a vécu le chômage. Ils savent ce que c'est. Ils savent ce que c'est qu'une délocalisation. Ils savent ce que ça veut dire que plus pouvoir payer les traites de la baraque. Donc cette nouvelle génération, on est en train de dire, ok, nous on aime tout le monde, on aime bien voyager, il n'y a pas de problème, aller prendre l'avion à Orly pour aller à New York visiter, il n'y a pas de problème. Mais si on va à New York, c'est pour visiter la culture américaine. C'est pas pour avoir la même chose qu'en France. De la même manière, quand les Américains viennent en France, c'est pour la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, enfin tout ce que vous voulez, d'accord? C'est pas pour voir des grandes tours et pour manger du fast-food. Ils viennent manger des cuisses de grenouille. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, cette jeunesse-là de France, c'est ça qu'elle veut. Elle veut continuer avec ses traditions parce que c'est ce qui a fait la force du pays. Donc non, moi je pense que c'est la jeunesse qui va réveiller tout le monde. Vous êtes un optimiste. Je pense qu'il faut forcer le destin. Et donc, si on n'y croit pas, c'est pas la peine d'y aller. Parce que moi, ce que je vois de la jeunesse de France ces dernières années, ce sont les grandes marches pour le climat et l'écologie. Je ne les ai pas vus manifester pour autre chose que ça, en masse du moins, jusqu'à présent. Moi, je les ai vus dans la manif pour tous. J'ai vu une jeunesse qui était en train de dire non à la marchandisation du corps des femmes. Est-ce que la jeunesse de France aujourd'hui n'est pas favorable aux questions écologiques et finalement ne se soucie plus de rien d'autre, Benjamin Cauchy? Je crois que l'écologie est devenue un instrument marketing fourre-tout dans lequel on veut mettre tout ce qui peut être progressiste. Donc je pense que l'écologie est devenue une sorte de cheval de Troie des progressistes qui veulent nous distiller tout leur venin dans notre société. Je m'explique. Quand on entend les propos de Sandrine Rousseau, qui est candidate à la primaire des écolos, c'est juste une catastrophe, quoi. C'est juste une catastrophe. Elle est prête à accueillir des terroristes chez nous. C'est pas grave s'ils viennent chez nous, comme ça on pourra mieux les surveiller que les laisser en Afghanistan. Enfin, bon, vous voyez, quand vous avez des écolos comme ça, ce sont des gens qui sont là pour détruire la société. Ils ne sont pas là pour sauver la planète, ils sont là pour détruire la société. Donc en fait, la plus grande mission des chroniqueurs, des journalistes, des intellectuels, des professionnels de la politique, des candidats ou des citoyens, c'est de dénoncer ça. Et les vrais écolos aujourd'hui, moi je le dis aux jeunes qui nous regardons, les vrais écolos, je vais être provocateur, ce sont les chasseurs.
Voilà, ce sont les chasseurs parce qu'ils connaissent parfaitement l'écosystème. Ce sont les chasseurs qui curent les fossés, qui nettoient les fossés, qui entretiennent, qui régulent la faune, qui évitent que les récoltes soient complètement défoncées, parce que sans récolte, il n'y a pas de nourriture. S'il n'y a pas de nourriture, il y a de la famine. Donc voilà. Donc les vrais écolos sont ceux qui entretiennent les paysages. Ce ne sont pas eux, ce ne sont pas ceux qui veulent faire implanter des éoliennes au milieu de la bosse. Ce ne sont pas ceux qui veulent installer des panneaux photovoltaïques tels des champs. Quand on se promène sur les hauteurs de Narbonne, on voit qu'il y a des champs de panneaux photovoltaïques et d'éoliennes. Enfin, c'est un massacre total. Donc moi je dis aux jeunes, ne vous faites pas berner par ce marketing de Greta Thunberg là, qui va à New York en bateau. Le bateau est financé par des gros groupes automobiles, quoi, en termes de sponsoring. Donc c'est juste énorme de dire qu'on va éviter on va essayer de préserver la planète et de se faire financer par des gens qui font de l'argent en vendant des voitures et en vendant de l'essence. Bon, bref, ça c'est la réalité de Greta Thunberg. Donc la jeunesse, évidemment, elle est toujours sensible parce que c'est la fougue de la jeunesse. On est forcément sensible à la déforestation en Amazonie. J'ai envie de dire, mais c'est pas en votant écolo en France que vous allez sauver la forêt amazonienne. C'est une réalité. Lorsque les écolos, pendant des années, ont laissé faire les traités de libre-échange, parce qu'au prétexte de la décroissance, il faut manger moins de viande, donc on va manger plus de quinoa, mais le quinoa, il arrive par container d'Amérique du Sud, par des gens qui sont à moitié exploités. C'est ça l'écologie de Greta Thunberg, et c'est ça l'écologie qui est vendue à la jeunesse. Non, la jeunesse de France, elle est capable de s'animer sur autre chose. Je pense à la Manif pour tous, je pense aux jeunes qui s'engagent dans les chrétiens d'Orient. Il y a plein de jeunesse qui... Vous pensez à la génération identitaire aussi ? Génération identitaire, sont des personnages, sont des personnalités. Je pense à Thaïs, par exemple, qui ont fait preuve de beaucoup de courage. Moi, je ne saluerai pas les débordements verbaux et de certaines prises de position qui, pour moi, sont peut-être un peu too much, on va dire, clairement. Enfin, en tout cas, qui ont plus desservi la cause qu'elle n'a servi. En revanche, les actions qu'ils ont pu faire, notamment dans les Pyrénées, pour dénoncer que notre pays était une passoire, moi, j'ai trouvé plutôt courageux. J'aurais plutôt aimé que ce soit une équipe du service public de télévision qui viennent montrer ce qui se passait à la frontière, plutôt que ce soit des jeunes gamins qui, sur leur temps libre et sur leur denier personnel, aillent dénoncer le pays passoire dans lequel nous sommes, quoi. Donc j'ai de l'affection pour eux, quoi. Et je pense qu'ils sont dans l'attente. Comment est-ce que les sociologues les appellent ? C'est génération Y ou génération Z ? Écoutez, génération Y avait des oreillettes, c'est pour ça qu'on les appelle la génération Y, parce qu'ils sont connectés. La génération Z, je vois où vous voulez arriver, c'est une génération qui est non seulement connectée, mais qui va reconnecter le pouvoir avec le peuple, en tout cas j'espère. Donc vous pensez que l'idée nationale, au sein de cette nouvelle génération, des gens de 20 ans, 20, 25, 30 ans, est encore bien vivante, ou peut renaître en tout cas de ses cendres? Ah mais clairement, il y en a qui chérissent la patrie, et ils sont des centaines de milliers en France, et il suffit à partir du moment où on parle au cœur et à l'esprit des gens, plutôt qu'à leur bas instinct de porte-monnaie ou de Lionel Messi au PSG, à partir du moment où on parle de choses sensées aux jeunes, la jeunesse n'attend que ça, la jeunesse attend d'être respectée. Et on dit souvent, je suis père de famille, on dit souvent, ne parle pas à tes enfants comme un bébé, on ne dit pas à ton enfant, viens papa donner gâteau, non, c'est viens, je vais te donner quelque chose pour le goûter. On leur parle correctement. C'est comme ça qu'ils se sentent respectés, c'est comme ça qu'ils apprennent. Et la jeunesse de notre pays, c'est exactement de la même manière. Il faut leur parler avec intelligence, avec raison. Et je suis persuadé qu'ils sont en capacité d'entendre que ce qui est fun, c'est pas d'avoir les cheveux teints en vert. Ce qui est fun, c'est d'avoir un pays dans lequel les femmes ne sont pas grillagées à 2 mètres derrière leur mari. C'est un pays dans lequel elles peuvent se promener en jupe et décolletées dans les rues de Paris quand il fait 30 degrés au mois de septembre. Cette jeunesse-là, elle aspire à de la liberté, à l'égalité entre les hommes et les femmes. Elle aspire à ce que la famille ne soit plus un souvenir ou une icône dans un album de l'histoire de France, mais que ça soit encore une réalité, que l'école serve encore à être l'ascenseur social. Parce qu'eux aussi, ils sont aujourd'hui jeunes diplômés et ils ne voient pas de débouchés, parce qu'aujourd'hui, l'école ne répond plus à l'objectif qui lui est donné, de préparer une jeunesse et une nouvelle génération à participer à l'effort national. Donc non, la jeunesse, elle a les oreilles grandes ouvertes actuellement.
Oui. Donc quelqu'un comme Éric Zemmour, au hasard, pourrait éventuellement fédérer cette jeunesse comme elle peut fédérer le camp national, vous pensez, prochainement? Bah, je les ai rencontrés à plusieurs reprises. C'était un peu rendez-vous en terre inconnue pour moi. Moi qui sortais de Debout la France, où bah, les effectifs de jeunesse étaient quand même plutôt limités. J'ai répondu à une de leurs invitations fin juin à un grand apéro dans un parc à Paris. Chacun ramenait son litre de jus d'orange, du cake aux olives, enfin bref, c'est une sorte d'auberge espagnole. Et je me suis retrouvé avec une cinquantaine de jeunes. Des garçons, des femmes. Génération Z. Génération Z, donc des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes femmes, étudiantes ou dans la vie active. Je me souviens avoir discuté avec un bûcheron de Seine-et-Marne. Le mec, il a 27 ans, il est bûcheron en Seine-et-Marne. Et il y avait des étudiants en droit, vous aviez un contrôleur de gestion, et des gens qui n'étaient pas forcément encartés dans d'autres partis. Alors oui, il y en avait de l'UNI, oui, il y en avait du RN, il y en avait de DLF, il y en avait des Républicains, d'Oser la France. De l'UNI, enfin voilà. Mais il y avait surtout une grande majorité de jeunes qui n'avaient jamais milité. Et là, je suis tombé de l'armoire. Ce bûcheron là, d'27 ans, Seine-et-Marne, peut-être qu'il se reconnaîtra, il n'avait jamais milité de sa vie. Voilà, il écoutait les infos le soir à la télé, et puis après un petit peu il regardait les chaînes d'infos, il s'informe par le biais des réseaux sociaux parce qu'il ne veut pas attendre la messe de 20h. Donc cette nouvelle génération, cette génération Y là, eh bien oui, effectivement, elle se retrouve autour de la candidature d'Éric Zemmour, effectivement, qui exprime une certaine radicalité. Et cette radicalité leur plaît. La radicalité, c'est pas être extrémiste, la radicalité, c'est avoir une colonne vertébrale. Et donc ils attendent de potentielles candidatures d'Éric Zemmour, un candidat qui ait une colonne vertébrale. Et c'est vrai que son passé de journaliste et de fin analyse de la vie politique lui donne quand même un certain crédit pour pouvoir proposer des solutions. Oui. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Est-ce que vous diriez qu'il est d'extrême droite? Non. Pour moi, il n'est pas d'extrême droite, et pour moi, aujourd'hui, l'extrême droite, ça ne veut plus rien dire. De la même manière que pour moi, l'extrême gauche ne veut plus rien dire, si vous voulez. Aujourd'hui, il y a un nouveau schisme dans notre pays entre les outsiders et les insiders, en fait, entre ceux qui sont bien connectés à la mondialisation et ceux qui sont les parents pauvres de la mondialisation. Je vous parlais tout à l'heure de ces enfants qui avaient vu leurs parents perdre leur boulot à cause des délocalisations. L'ascenseur social, y compris dans les facs, qui a du mal à fonctionner, ce sont les outsiders. Et puis il y a les insiders qui, eux, vivent pleinement. Et pour moi, la séparation, elle est là. Entre ceux qui sont complètement déconnectés de la réalité et puis ceux qui vivent la vraie France, quoi. Je dis pas que ceux qui vivent dans les grandes agglomérations, c'est pas la vraie France. Pour moi, c'est plus des morceaux de France, c'est des hubs. Ce sont des hubs internationaux où, pour rassurer les passants, on va avoir un Burger King un peu partout sur la planète. Quand on file de l'aéroport par navette, on va se retrouver dans des hubs, si vous voulez, apatrides. Et puis, il y a la vraie France qui est autour, qui est en train de se dire, oui, mais vous êtes en train de nous oublier dans votre histoire. Et donc, pour moi, il n'y a plus d'extrême droite. Non, il y a juste des gens qui veulent que leur pays soit encore un pays. Il y a des gens qui ont envie que le capitalisme fonctionne bien, qui est le capitalisme entrepreneurial qui fonctionne bien, qui n'est pas que le capitalisme financier exacerbé qui finalement détruit notre quotidien. Voilà, il y a de la matière. Vous me rappelez une phrase d'Éric Zemmour il y a 10 ans, bien connue et dont tout le monde se souvient, finalement tous les gens qui s'intéressent à lui, quand il s'adresse à Jacques Attali et qui lui dit « Monsieur Attali, vous êtes un homme hors sol, vous êtes un homme qui vit dans les aéroports, personne ne vit comme vous. » Bien sûr. C'est ce que vous êtes en train de dire. Mais oui, mais clairement c'est ça. Et on se rend bien compte de la... Aussi, ça c'est quelque chose peut-être de plus important, c'est d'expliquer pourquoi les gens ils se déconnectent. Ça c'est intéressant. Vous voyez par exemple la crise des Gilets jaunes, c'était principalement une taxe sur les carburants. Comment voulez-vous que les gens qui vivent dans le 15e arrondissement de Paris, dans le 2e de Lyon, aient conscience du coût du carburant, vu qu'eux-mêmes ont rechigné à avoir une voiture, parce qu'aujourd'hui c'est le Vélib, parce qu'aujourd'hui c'est le métro, et puis on ira chez un loueur de voitures si on allait voir Tante Simone en Normandie. Aujourd'hui, les métropolitains n'ont plus les mêmes besoins que le reste de la France. Donc il y a une déconnexion qui est extrêmement facile. Et lorsque vous avez toute l'intelligentsia politique, les partis politiques, la presse parisienne intramuros,
Son inquiétude, c'est de savoir comment ils vont faire pour ne pas être éclaboussés avec leur Vélib. Le reste de la France, c'est pourquoi aujourd'hui le litre de gasoil il est à 1,50 €. Il y a une déconnexion totale entre les villes et les campagnes. Oui. Ben ça, c'est vrai que Gulli l'avait dit dans la France périphérique, donc c'est redondant. Fourquet l'a réanalysé aussi. Bon, ça fait 3-4 ans que tous les sociologues, économistes de différentes obédiences constatent la même chose. Raffarin avait parlé de la France d'en haut, la France d'en bas. Chirac, il y a 26 ans, avait parlé de la fracture sociale. On est toujours sur le même problème parce qu'on n'a pas réglé le problème de fond. Et le problème de fond, c'est pour faire terreau commun et pour avancer ensemble, il faut être civilisation unique. Et aujourd'hui, on est sur un conflit de civilisation. Oui. Eh bien, on espère que ce problème sera abordé, sinon réglé, dès la prochaine élection présidentielle. On était parti des Gilets jaunes, on revient en Gilets jaunes, la boucle est donc bouclée. Merci beaucoup, Benjamin Cauchy. Merci à vous et merci de votre invitation. Et à très bientôt donc pour. À très bientôt. Je crois qu'il y a des élections bientôt. Il paraît. Il paraît. Merci, Benjamin. Au revoir. Au revoir.